une ravissante jeune femme prénommée, donc nommée Myriam Sacri, qui était une gendarme avec une carrière précoce et donc qui a disparu dans des circonstances tragiques et non élucidées. Nous avons retrouvé donc le 24 septembre 2011 son corps dans son domicile au sein de la caserne de gendarmerie d'Elfos à Lyon. Le tout sur fond de harcèlement au sens large du terme, donc avec insultes racistes, mais pas seulement. Et donc, quelques heures après cette découverte de son corps, l'enquête a été confiée à l'IGGN. Donc, nous allons revenir pour essayer de chercher cette vérité que la famille a du mal à trouver et les amis. Donc, nous recevons sa sœur, une de ses sœurs, Nadira Sakri, une amie de la famille, donc juriste Zineb Bedira, et ainsi que Ronald Guillaumont, donc de profession gendarme, créateur, fondateur de ce site bien connu. Bienvenue à tous. Je vais vous laisser vous présenter. Nous pouvons peut-être commencer par Madame Sakri. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Je suis la petite sœur du gendarme Myriam Sacri et cela fait aujourd'hui 13 ans qu'on se bat pour avoir la manifestation de la vérité et aussi également de continuer le combat que ma sœur avait commencé avant son décès. Voilà. Zineb, vous êtes là en tant que juriste, mais pas uniquement en tant que proche de la famille. Vous avez suivi depuis plus de 10 ans les rebondissements de cette affaire. En fait, ma qualité de juriste, j'allais dire, elle est accessoire parce que ce qui prime, c'est d'abord les liens d'amitié que j'entretiens avec la famille et les parents de Myriam. Et moi, ce soir, avant de commencer cette émission, si vous permettez, je vais faire honneur à Myriam et ça va lancer le débat. J'aimerais, parce que finalement, c'est Myriam qui a commencé ce combat en 2011, puisqu'elle a elle-même dénoncé les faits de harcèlement, de discrimination et le comportement que ses collègues du Corge avaient à son encontre. Elle a laissé des écrits et personne mieux que Myriam peut décrire ce qu'elle vivait. Donc, si vous permettez, un très court passage de Myriam, et je pense que c'est une bonne chose que de commencer avec elle. Myriam, je qualifie mon harcèlement du fait de ce que j'ai subi, à savoir le fait de ne pas me dire bonjour, que l'on invente, que l'on se mêle de ma vie privée, d'un contrôle continu de mon travail, ainsi que des remontrances que je trouve injustifiées, le fait de me traiter de feignasse, de leur attitude de retrait et dédaigneuse, constante envers moi. Interrogée sur le fait de savoir si son attitude était liée à la question de son affectation, Myriam répondait clairement non, car j'ai essayé d'alerter plusieurs fois la situation, le colonel, commandant le groupement, le colonel Guimard. À mon sens, il n'a pas réagi. Pire, il a tenté de m'intimider pour que j'accepte une mutation en convenance personnelle dans un lieu que j'aurais choisi, dans une liste, et ensuite il m'a fait part que je serais muté à Ample-Pluie ou en dehors du département. J'ai pris ça comme une tentative d'intimidation. Au Corge, donc c'est le centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie situé à la caserne d'Elfos à Lyon 2, où Myriam était affectée depuis le 10 juin 2010. Au Corge, dès le départ, je n'ai pas ressenti qu'il s'agissait de taquinerie, mais de racisme. Voilà la définition, c'est le courrier qu'a laissé Myriam, qu'elle a envoyé à son supérieur hiérarchique, le colonel Guimard, et elle définissait clairement ce qu'elle entendait par le harcèlement qu'elle subissait. Ronald Guillaumont a beaucoup suivi cette affaire. Vous voulez rebondir, Ronald? J'aimerais rajouter, la Zineb vous a lu un petit passage d'un des courriers, parce que si vous voulez, Myriam, elle faisait tout par écrit, comme on lui demandait, comme la plupart des gendarmes leur demandent des comptes rendus, on leur demande, etc. Elle a fait énormément. Si vous voulez, Myriam nous a laissé beaucoup d'écrits. Donc, quand nous, on s'avance sur quelque chose, on n'a jamais inventé. Ça a toujours été là, c'est elle qui le dit. Et Zineb, elle a mis des passages, voilà, elle n'a pas mis les plus. Il y en a des pires, hein. Il y a des passages où elle dénonce des gens, elle leur dit bon, bah maintenant, ça suffit. En Elle fait, dit ça au colonel Guimard, elle dit ça à plusieurs personnes de sa hiérarchie. Mais si vous voulez, Myriam, elle a jamais voulu foutre la pagaille au sein du Corge. Jamais. Elle a toujours essayé que tout le monde s'entende, qu'il y ait une médiation, qu'il y ait je dis pas que ma sœur était un bisounours, hein, mais je vous dis que c'était pas la personne qui cherchait, parce qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait ou parce qu'elle essayait vraiment d'avoir une entente au sein d'un service, en fait, si vous voulez, un service de gens pas bien. Dans le sens pas bien, c'est que c'était des gens déprimés, des gens, blessés, qui pouvaient pas plus être sur le terrain. Donc vous avez beaucoup en fait de gens, qui sont endommagés dans le même service. Je leur donne pas d'excuses, hein, mais Myriam a tout de suite capté qu'il y avait un malaise dans ce service du 17 quoi et elle qui était blessée du genou, donc elle s'est dit: «Bon, mes chefs, ils vont pouvoir régler», comme elle avait 10 ans de gendarmerie. Avant ça, elle avait pratiquement un peu plus de 10 ans chez les pompiers, donc c'est pas comme si c'était, une débutante. Elle avait repéré des problèmes de management et de démotivation. Alors totalement démotivée. Je vais laisser Zineb, parce que Zineb connaît bien la partie, En fait, ce qui me semble important, si vous voulez, dans les courriers que Myriam laisse derrière elle. Alors, quand on parle de courriers qu'elle laisse, c'est quoi essentiellement? C'est des courriers qu'elle a adressés à sa hiérarchie. Mais je pense que pour être très clair, il faut quand même préciser certaines choses. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire du gendarme Myriam Sacri. Myriam, comme vous l'avez dit, est décédée le 24 septembre. Et auparavant, Myriam avait déjà commencé à dénoncer des faits de harcèlement à partir du mois de février 2011. Elle les dénonce oralement, puis par écrit. Lorsqu'elle les dénonce par écrit, forcément, elle les adresse à son supérieur hiérarchique, qui est le commandant de groupement de la gendarmerie du Rhône, le colonel Guimard. Et elle lui écrit plusieurs courriers. Ces courriers sont datés. Alors, le parallèle qu'on peut faire, et qui est très important, c'est que dans le cadre de l'enquête, des investigations qui sont menées par l'IGGN, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque Myriam est décédée, on a ouvert une enquête sur les circonstances de la mort de Myriam, donc homicide ou suicide, c'était le libellé, et on a ouvert une autre enquête sur les faits de discrimination et de harcèlement,
Pourquoi? Parce que Myriam avait dénoncé ces faits-là et qu'une enquête administrative était en cours. L'enquête administrative concernant les faits dénoncés par Myriam a commencé au mois d'août 2011 et le rapport de cette enquête devait être rendu le 12 octobre 2011. Donc elle dénonce des faits à partir quasiment du mois de décembre, janvier, et le colonel Guimard, qui est son supérieur hiérarchique, attend plus de 7 mois avant d'intervenir pour faire cesser ces faits-là et protéger finalement Myriam, puisque c'est son rôle. Ça, c'est important. Et l'autre fait important par rapport aux dates des courriers de Myriam, c'est qu'on a dans la procédure actuelle des déclarations de ce fameux colonel qui dit qu'il prend connaissance finalement des faits de harcèlement et de discrimination seulement au mois d'août 2011. Et nous, aujourd'hui, on est en mesure de démontrer qu'en réalité, c'est un mensonge, puisque Myriam a écrit au colonel à plusieurs reprises, écrit, dit oralement, par mail. Et si je dois vous citer tous les courriers que Myriam dénonce, je ne vais pas vous dire pour les faits de harcèlement, elle écrit au mois de février, elle écrit le 11 mai, elle écrit le 17 mai, le 27 mai, le 7 juin, le 11 mai, je vous en ai parlé, elle écrit au mois de juillet également, au mois de juin. Voilà, Myriam ne cesse de dénoncer les faits de harcèlement et de discrimination, mais personne n'en prend cas. C'est-à-dire que la hiérarchie, finalement, reste inerte et ne prend pas des dispositions pour protéger son gendarme. Alors, la seule chose que fait la gendarmerie, finalement, au lieu d'enquêter sur les faits de harcèlement et de discrimination dénoncés par Myriam, elle va enquêter sur Myriam. C'est-à-dire qu'au mois d'avril 2011, elle va demander aux personnes même qui étaient mises en cause nommément par Myriam d'établir des comptes rendus leur demandant ainsi si, selon eux, ils estimaient que Myriam était victime de harcèlement. Autrement dit, on va demander à de supposés coupables, finalement ils étaient nommés par Myriam, si eux estiment qu'ils sont coupables ou non. Voilà ce que fait la hiérarchie. Elle établit ses comptes rendus en intervenant auprès de collègues de Myriam et elle n'ouvre une enquête administrative sur ces faits-là que 7 mois après les faits dénoncés par Myriam. Il y a un laxisme, il y a une volonté de ne pas agir, de ne pas intervenir, non seulement pour protéger Myriam, mais bien plus pour couvrir les agissements des collègues de Myriam. Un exemple, le 17 mai 2011, un gendarme se permet de jeter un tapis d'étirement par la fenêtre du bureau de Myriam. Elle est également insultée de feignasse en présence de deux témoins. Ces deux témoins qui sont adjudants, qui sont présents au Corge, vont établir un écrit à destination du colonel en leur disant « Nous avons été témoins de tels faits. Un gendarme s'est permis d'insulter le gendarme sacré de feignasse. Rien n'est fait. Aucune mesure n'est prise. » De même, Myriam est insultée constamment par ses collègues du Corge. Comme je vous le disais, elle le dit, certains ne lui disaient plus bonjour. Elle était insultée, alors, bien sûr, d'insultes racistes, mais ce n'est pas que ça. Je ne suis pas très vulgaire, mais je vais vous donner un mot, c'est connasse, feignasse. Tout le monde le sait. Le colonel le sait. La hiérarchie intermédiaire, puisque le colonel, lui, va gérer 1500 gendarmes. Bien évidemment, en dessous de lui, il y a des hiérarchiques intermédiaires qui aussi ont connaissance des faits dénoncés par Myriam, mais personne ne fait rien. Ça n'est qu'au mois d'août que l'enquête administrative va être enclenchée, ce qu'on appelle une enquête de commandement. Elle va être déclenchée. Pourquoi? Parce qu'en juillet 2011, Myriam, ne voyant rien venir, va décider de contacter un avocat qui n'est autre que l'étude de Maître Bourdon. L'étude de Maître Bourdon, qui est actuellement l'avocat de la famille de Myriam, et c'est pour ça qu'il a été choisi, parce que Myriam l'avait choisi au mois de juillet 2011. Et elle va contacter un autre avocat pour lui demander de rédiger un courrier en destination du colonel, et elle va demander son affectation d'urgence dans une autre unité, parce qu'elle le dit elle-même, elle n'en peut plus, la situation ne peut pas durer, et que si le colonel ne prend pas acte de sa demande, elle est prête à saisir le procureur de la République pour déposer plainte pour les faits de harcèlement et de discrimination. Ça n'est que lorsque Myriam adresse ce courrier par un avocat qu'on décide au dernier moment, effectivement, d'ouvrir une enquête administrative de commandement. D'accord. Est-ce que vous diriez que la hiérarchie est extrêmement embêtée dans ce cas-là, puisqu'elle pourrait être accusée de complicité par négligence? En fait, elle ne peut pas être accusée de complicité, elle est auteure. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la hiérarchie avait connaissance des faits de harcèlement et de discrimination. Personne ne l'ignorait. Tout le monde en était témoin. Personne ne disait rien. Et ceux qui devaient prendre des mesures pour protéger Myriam, ça n'est autre que la hiérarchie. Bien évidemment, le colonel Guimard, mais les hiérarchiques intermédiaires qui étaient sur le terrain, eux-mêmes pouvaient prendre des dispositions, sanctionner les personnes qui insultaient Myriam, qui avaient ce comportement-là vis-à-vis d'elle. Personne n'a rien fait parce que non seulement on a laissé les choses perdurer, continuer, et on les a même renforcées. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Lorsque Myriam dénonce nommément certains gendarmes en disant qu'ils la harcèlent, qu'ils l'insultent, ces informations vont transpirer. On va laisser finalement ces informations, on va laisser transpirer ces informations, et à partir de là, les gendarmes que Myriam a accusés nommément vont être au courant. Donc ça va renforcer le harcèlement à l'encontre de Myriam. Donc la hiérarchie ne laisse pas, ne fait rien, encourage le harcèlement. C'est vraiment une situation, excusez-moi. Oui, Renard. Une fois, c'est pas de la répétition, c'est pas du harcèlement. Quand c'est répété au quotidien par des mots, des insultes, parfois des coups, etc., je prends ça dans le cadre scolaire, mais c'est dans le cadre du monde du travail, et en voici la preuve, eh bien, qui a pour but de nuire à quelqu'un. Donc le but, c'est l'intentionnalité et de nuire à quelqu'un dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, voire les deux à la fois. Et en travaillant un petit peu l'affaire de Myriam, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que déjà, elle avait eu un parcours fulgurant. Alors, sans faire trop de digression, on est en ce moment dans quelque chose où on a beaucoup de personnalités qui ont des carrières fulgurantes, mais souvent qui arrivent très vite dans la lumière pour mieux retomber par la suite. Le parcours de Myriam, c'est un parcours de méritocratie, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle a réussi parce qu'elle a travaillé pour. Elle n'a jamais eu de piston, de réseau, elle n'était pas dans la franc-maçonnerie, d'après ce que j'ai compris, et si j'en parle, c'est parce qu'on peut se demander si les loges maçonniques n'ont pas été derrière certaines situations. Ensuite, elle a vécu du racisme, sachant que c'était une jolie jeune femme, hein, il faut le dire, et c'est pas parce que je suis un homme que je le dis. Quand on a des yeux et qu'on regarde, c'était quelqu'un qui était professionnel, qui était brillante, qui était, j'allais dire, perfectionniste dans son travail, pointilleuse, qui était la personne idéale dans le monde du travail. Et dans un milieu d'hommes comme celui du monde des forces de l'ordre, etc.,
ça pose problème, surtout quelqu'un qui réussit aussi jeune et aussi vite. Parce que Myriam, elle est décédée le 24 septembre 2011, elle avait 32 ans. Et moi, j'en ai 33, donc je me sens intimement lié à son histoire, puisqu'elle avait quasiment l'âge que j'ai aujourd'hui au moment de sa disparition. Ce que j'ai regardé aussi, c'est sur le plan politique. Qui était en poste à l'époque? Nous sommes sous Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'Intérieur lui-même, sous qui d'ailleurs a eu lieu les émeutes de 2005, il faut le rappeler, qui a provoqué le premier couvre-feu, sous Jacques Chirac. Et je viens de regarder à l'instant sur Internet, et j'avais fait une erreur, je croyais que c'était Brice Hortefeux qui était ministre, il ne l'était plus, c'était Claude Guéant qui était ministre de l'Intérieur. Et on n'a pas beaucoup de traces de réaction vraiment politique sur l'affaire Myriam Sacré. Alors peut-être que Zineb aura plus d'éléments que moi, ou même Nadira, ou même Ronald. Néanmoins, ce que je remarque, c'est que au-delà de la carrière de pompier que Myriam avait eue, en tant que gendarme, elle faisait ses preuves, mais qu'elle subissait, j'allais dire, de la discrimination, du harcèlement moral, et que entre la version officielle, qui est, je note qu'elle a été retrouvée morte d'une balle dans l'abdomen dans son logement de fonction, donc le 24 septembre 2011 à la caserne Delfosse, et la version autre, c'est qu'elle a été retrouvée semi-allongée sur le canapé du salon. Donc déjà, il y a un problème. Et on s'aperçoit que depuis 13 ans, rien n'a beaucoup bougé. Donc c'est pourquoi j'ai accepté de co-animer l'émission avec Stéphanie, qui à l'origine devait être toute seule, parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui bloque, et c'est pourquoi je demande à Ronald de nous apporter quelques précisions, puisqu'il a déjà travaillé sur le sujet. Il faut ouvrir ton micro, Ronald. Voilà. Merci de ton préambule, Nicolas. Merci. Ce que je voudrais dire, je suis un ancien gendarme, j'ai 76 ans. Je suis le rédacteur du site Profession Gendarme. Et depuis l'existence de ce site, je tenais une liste macabre, c'est le cas de le dire, de l'ensemble des suicides au sein des forces de l'ordre. Quand j'ai su, je ne peux pas porter témoignage de qui était Myriam. Je ne suis témoin de rien du tout. Je ne l'ai pas connue de son vivant. Je n'ai rien vu dans sa caserne. Mais il y a une chose que je sais au fil de tout ce qui a été publié, et que j'ai publié moi-même d'ailleurs. Tu as parfaitement raison, Nicolas, quand tu dis que Myriam était une très très belle fille. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Elle était brillante, elle était souriante, elle était agréable à regarder, à voir. Je suppose à entendre. On voit de la gentillesse dans son visage. Elle a été sapeur-pompier volontaire, ce qui prouve qu'elle avait, elle avait de la bonté en elle. Et au début de sa carrière, j'ai découvert très récemment qu'au début de sa carrière, elle a commencé, elle était dans le nez d'un adjudant. D'autres de ses camarades et de ses gradés sous-officiers, j'entends bien, s'en sont rendus compte, et c'était celui qui était chargé de la noter sur son travail à ses débuts. Et il a été remplacé. Or, il s'est avéré, et là on a la preuve, on a les documents, c'est que le général Brachet a reçu Myriam à un moment donné, qui avait été mal noté par cet adjudant et par le capitaine qui suivait derrière. Et il s'est avéré, c'est le général qui a constaté qu'il y avait un faux dans les notations. Tant et si bien que le général a annulé une décision qui reportait son passage de carrière, et le jour même l'a nommé sous-officier de carrière. Donc c'est vrai qu'elle a eu, c'est une fille qui a eu une carrière brillante, qui a passé l'OPJ, donc l'examen d'officier de police judiciaire, très rapidement, mais quand elle est arrivée au CORG, au COG, elle est arrivée avec un handicap. Et je vais expliquer l'handicap qu'elle avait. C'était une jeune belle fille qui savait se défendre, qui se défendait, qui n'avait pas peur de se défendre. Et à partir de là, il est évident que le regard qu'on a eu autour d'elle, je parle de ses camarades les plus proches, eh ben, c'était un regard de méfiance. C'était quelqu'un qui osait dire, et finalement, le harcèlement est venu de là au départ. Là-dessus, le colonel Guimard n'a pas pris en compte les plaintes verbales, alors qu'il aurait dû les prendre en compte dès le départ. Et effectivement, quand il déclare que c'est seulement au mois d'août qu'il a eu connaissance, alors qu'il est avéré que Myriam, dès le mois de février, dès le mois de mars, s'en est plaint par écrit, normalement, le colonel n'aurait jamais dû dire qui était accusé de harcèlement. Et ça, comme le dit Zineb, ça a apporté du harcèlement supplémentaire. En ce qui me concerne, de tout ce que alors je vais peut-être aller un peu vite. En ce qui me concerne, personnellement, je ne crois pas à ce suicide. Je dois dire également que Myriam a pris contact avec un de mes amis qui était président de l'ADEF 3000, Association de défense des droits des militaires, que présidait le colonel Jacques Bessy. Et Jacques Bessy, d'ailleurs, il me semble, a rapporté le jugement qu'il avait sur Myriam. D'ailleurs, j'ai publié sur Profession Gendarme un article qui a fait du bruit et qui a été rédigé par le colonel Jacques Bessy, dont le titre est « Qui a tué Myriam Sacré ?» Voilà ce que je voulais dire. Donc pour moi, je pense que sa mort, bien évidemment, elle est morte par balle, mais je ne crois pas du tout que ce soit elle qui ait tiré cette balle. Je ne vais pas dire pour autant qu'elle a été assassinée, non. Je pense qu'il y a eu un accident. Je pense qu'il y a quelqu'un, il y a une personne dont on ignore l'identité, qui était présente au moment des faits. Et il y a plusieurs éléments dans l'enquête que j'ai pu voir par la suite. C'est cette douille supplémentaire qui a été retrouvée par la famille. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais entendu dire qu'on faisait des essais de tir dans un appartement pour vérifier le bruit que porte une détonation. Et si cela est le cas, si cela a été réellement fait, et j'en doute, eh bien, dans ce cas-là, il y a un procès-verbal de constatation avec un appareil pour mesurer les décibels,
il y a un procès verbal qui normalement explique tel jour à telle heure, nous avons fait un essai de tir, on a pris le tube à sable, on a tiré 1 ou 2 ou 3 cartouches,